C'était un samedi d'automne, dans l'air vif et doré de la petite ville de Cedar Hollow, nichée entre des collines roulantes et le lent coude d'un ruisseau appelé Willow Bend. Les cheminées fumaient doucement, des feuilles d'érable craquaient sur les trottoirs fissurés. Et l'atmosphère semblait flotter entre la nostalgie et la quiétude. Comme chaque semaine, le marché aux puces s'étendait sur la rue principale avec ses stands hétéroclites, vieilles horloges rouillées, piles de tasses dépareillées, outils usés par des générations, disques vinyles aux pochettes cornées. C'est là que Jack Miller, 43 ans, avançait d'un pas lent mais décidé. Grand, épaules solides, peau burinée par des années sous un soleil étranger, ses cheveux châtains foncés étaient coupés courts, striés de gris aux tempes. Ses yeux, autrefois vifs et rapides, portaient désormais ce voile lointain de ceux qui ont vu trop de choses qu'ils préféreraient oublier. Son corps bougeait avec la discipline d'un ancien soldat, mais son regard balayait sans cesse l'environnement, comme si une part de lui ne quittait jamais le terrain. Laissez un petit « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Jack avait servi plus d'une décennie comme marine américain, de déploiement en Afghanistan, un en Irak. Un jour, une explosion d'IED avait mis fin brutalement à sa carrière. Il avait survécu, mais avec un boitement permanent, des cicatrices profondes dans le dos et sur les épaules, et surtout ce fardeau invisible qu'il n'avait jamais choisi. Le stress post-traumatique, les foules n'étaient plus son domaine. Trop de bruit, trop de mouvements imprévisibles. Mais le marché aux puces de Cedar Hollow était différent. On y parlait doucement. Les bruits étaient familiers, le craquement des tables qu'on dépliait, le frottement de bottes sur le gravier. Ce matin-là, Jack ne cherchait rien d'extraordinaire. Juste une vieille clé à molette pour réparer la rambarde branlante de son Porsche. Mais au détour d'une allée étroite, entre un vendeur de tasses fêlées et un autre qui proposait des outils de ferme rouillés, quelque chose attira son attention et le fit s'arrêter net. Au bout de la corde effilochée attachée à un piquet, il vit un chien, un berger allemand, amaigri, le pelage terne et clairsemé, une patte arrière posée maladroitement comme si une vieille blessure l'empêchait de la soutenir correctement. Ses côtes saillaient sous le poil, son oreille gauche portait une entaille ancienne, de la boue collait encore à ses flancs. Et pourtant, ce n'est pas la misère qui cloue à Jack sur place, c'étaient les yeux. Deux prunelles ambrées, fixes, calmes, sans peur ni supplique. Un regard qui le traversa comme une évidence silencieuse. À côté du chien, un homme corpulent au visage mal rasé et à la veste de flanelle tachée semblait s'ennuyer. Ses mains restaient enfouies dans ses poches et sa voix, grave et râpeuse, brisa le silence. « Vous regardez ?» demanda-t-il d'un ton traînant. Jack s'approcha, ses bottes crissant sur le gravier. « Quelle est son histoire ?» demanda-t-il d'un ton neutre. L'homme haussa les épaules. « Pas d'histoire. Sa patte est foutue. Il ne sert plus à rien. Bouffe trop. Si vous le voulez, 10 $ et il est à vous. Sinon, lundi, il part au refuge. » Les mots tombèrent comme une pierre. Jack savait ce que signifiait un refuge de petite ville pour un chien adulte, blessé de surcroît, une attente courte, une fin rapide. Son regard revint vers le berger allemand. Le chien ne recula pas, ne gémit pas. Il restait immobile, comme s'il avait déjà accepté son destin. Et Jack sentit quelque chose remuer en lui, une reconnaissance muette. Dans ses yeux fatigués, il retrouva ce qu'il avait aperçu autrefois dans son propre miroir de retour d'Irak, ce vide résigné. Sans un mot de plus, Jack plongea la main dans sa vieille veste et en sortit un billet froissé de 10 $. « Je le prends. » L'homme attrapa l'argent d'un geste brusque, grommela « À vous de vous débrouiller maintenant », puis se détourna déjà pour vanter ses hameçons rouillés au prochain client. Jack, lui, s'accroupit lentement, prenant soin de ne pas brusquer l'animal. « Salut, mon grand », dit-il doucement, sa voix grave se teignant d'une tendresse inhabituelle. Il défit le nœud qui retenait la corde, la laissa glisser de la barrière. Le chien se redressa avec peine mais sans résistance et s'avança vers lui, comme si la décision avait été prise depuis longtemps. Ils restèrent ainsi quelques secondes, homme et chien, immobiles au milieu du tumulte du marché. Le soleil accrocha l'ambre du regard de l'animal et dans un éclair, Jack sut son nom. « Hunter » souffla-t-il. Oui, Hunter, cela sonnait juste, comme si ce nom avait attendu ce moment précis. En sortant du marché, Jack croisa la silhouette élancée de Mary Johnson, la mère officieuse de l'endroit. La cinquantaine vive, sourire facile, elle tenait comme toujours son stand de café. « Bonjour Jack », lança-t-elle avant de remarquer le chien. Son regard s'adoucit instantanément. « Et qui est ce beau garçon ?»
Jack hésita un instant puis répondit « Hunter ». Le nom glissa pour la première fois dans l'air et sembla lui appartenir déjà. Mary fronça légèrement les sourcils en observant sa démarche boiteuse. Il a connu des jours meilleurs, visiblement, mais tu sais quoi ? Il est tombé sur la bonne personne. Jack se contenta d'un hochement de tête, peu enclin aux conversations. Il ouvrit la portière de son vieux pick-up. À sa surprise, Hunter sauta dedans sans hésitation, comme s'il avait toujours eu sa place sur ce siège. Le trajet du retour se fit en silence. Seul le ronron du moteur et le sifflement du vent, à travers une vitre entr'ouverte, emplissaient l'air. Jack jeta un coup d'œil de temps en temps, s'attendant à voir le chien s'agiter. Mais Hunter se contentait d'observer les arbres défiler, imperturbable. Leur arrivée à la ferme se fit sous une lumière d'après-midi adoucie. La vieille maison en bois portait les cicatrices du temps. La grange rouge perdait ses écailles de peinture. Jack conduisit Hunter à l'intérieur. L'odeur de foin sec et de bois vieilli emplissait l'air. Il étala une vieille couverture de laine dans un coin, posa une gamelle d'eau et une assiette cabossée remplie de croquettes qu'il gardait pour les chiens errants. Hunter renifla, mais ne mangea pas. Il s'allongea, reposant sa patte blessée, les yeux fixés sur Jack. Sans bruit, Jack s'agenouilla, passa la main sur son cou rugueux. « Tu es en sécurité maintenant, Hunter » murmura-t-il. Pendant une fraction de seconde, il crut sentir les muscles du chien se relâcher sous sa paume. Dehors, le vent agitait les branches nues. Dedans, un calme inattendu les enveloppait. Ni l'un ni l'autre n'avait prévu ce début, mais tous deux semblaient comprendre que quelque chose venait de naître. La première nuit fut agitée. Depuis la maison, Jack entendait parfois le froissement de la couverture dans la grange ou le léger grattement des griffes sur les planches. La vieille bâtisse craquait sous le froid, chaque craquement résonnant comme un murmure dans l'obscurité. À l'aube, un voile de givre recouvrait les champs, scintillant sous les premiers rayons pâles du soleil. Jack entra dans la grange, une tasse de café fumant à la main. Hunter était roulé en boule sur la couverture, la tête se levant à son approche. Ses yeux ambrés le fixèrent, vigilants mais pas hostiles. Jack posa calmement une gamelle d'eau fraîche à côté des croquettes de la veille, encore entamées. « Bonjour Hunter », dit-il d'une voix basse, posée. Le chien renifla l'eau sans boire, les muscles encore tendus. Jack ne s'en formalisa pas. Lui-même savait ce que c'était de rester sur ses gardes, même quand la faim ou la soif pressaient. Plutôt que d'insister, il traîna une vieille caisse en bois, s'assit en face de lui et but son café en silence. Pas un geste brusque, pas de regard imposant, juste une présence. Comme pour dire « Je suis là, prends ton temps ». Les jours suivants, il adopta une routine. Chaque matin, il venait avec sa tasse et s'installait à distance. L'après-midi, il bricolait dans la grange, huilait un outil, rangeait ses planches, nettoyait un fusil ancien. Et le soir, il apportait un vieux fauteuil usé, l'installa près du coin où Hunter se reposait. Parfois, il lisait des romans d'occasion à voix haute, sans attendre de réaction, juste pour remplir l'air de mots paisibles. Parfois, il fredonnait un air entendu autrefois dans un campement militaire quand un camarade sortait un vieil harmonica pour briser la monotonie. Hunter, au début indifférent, commença à réagir. Ses oreilles se dressaient au son de la voix. Ses yeux suivaient les mouvements sans se détourner. Petit à petit, une curiosité timide remplaçait la méfiance. Le troisième jour, une pluie fine s'installa, martelant la tôle du toit. Jack s'était enveloppé dans une couverture sur son fauteuil, un livre ouvert sur les genoux. La porte de la grange s'ouvrit soudain et une silhouette familière apparut. Mary Johnson, son éternel manteau bleu marine et une écharpe bordeaux autour du cou. Elle portait un petit sac en papier. Mary avait cette habitude de surgir quand on s'y attendait le moins. Depuis qu'elle avait perdu son mari dans un accident de chantier forestier des années plus tôt, elle s'était donné corps et âme aux autres, comité, église, voisinage. C'était sa manière à elle de combler le vide. « Je t'ai apporté quelque chose ?» dit-elle en tendant le sac. À l'intérieur, du poulet rôti emballé dans du papier ciré. Peut-être qu'il acceptera de la vraie nourriture plus vite que des croquettes sèches. Jack déchira un petit morceau et le posa près de la gamelle. Hunter s'approcha, renifla, leva un regard hésitant vers lui, puis saisit délicatement le morceau avant de le mâcher lentement. Mary sourit. « Voilà un début ?» Jack hocha simplement la tête. Oui, c'était un début. Les jours passèrent. Hunter restait souvent couché, mais ses yeux suivaient chacun des gestes de Jack. Une soirée, Jack nettoyait une vieille lampe à pétrole au sol. Il fredonnait inconsciemment un air militaire. Hunter leva la tête, s'approcha pas à pas. Puis, d'un mouvement presque hésitant,
Son museau toucha doucement la main de Jack. Celui-ci se figea, continua à fredonner, laissa faire. C'était une caresse discrète, mais une caresse choisie. « On y arrive, mon gars », murmura-t-il. Ce soir-là, en quittant la grange, il jeta un regard en arrière. Hunter, au lieu de dormir, restait assis, les oreilles dressées, l'observant jusqu'à la dernière seconde. Ce n'était pas encore la confiance totale, mais c'était plus qu'un début, c'était un fil. À la fin de la semaine, le vent de novembre s'intensifia. La grange tremblait sous les bourrasques, les feuilles mortes s'accumulaient par tapis. Jack, habitué désormais à la présence du chien, travaillait à resserrer une charnière branlante sur la porte. Soudain, la caisse à outils qu'il avait posée sur un tabouret bascula et s'écrasa au sol dans un vacarme métallique. Aussitôt, Hunter se redressa, muscles tendus, se plaça instinctivement entre Jack et la porte entr'ouverte. Position ferme, poids équilibré, respiration maîtrisée. Jack se figea. Ce n'était pas un réflexe de chien errant, c'était la posture d'un professionnel. « Couché » dit-il calmement, testant une hypothèse. Sans la moindre hésitation, Hunter s'exécuta, menton au sol, pattes repliées. Jack sentit un frisson le traverser. « Tu as déjà fait ça » murmura-t-il, pensif. L'après-midi même, il fit un nouvel essai. Il lança une vieille balle de tennis à l'autre bout de la grange. Avant le lancer, il ordonna « Pas bouger ». Hunter resta figé, les yeux sur l'objet. Ce n'est qu'au signal de Jack, un « Allez » que le chien bondit, attrapa la balle et revint déposer doucement à ses pieds. Ce n'était pas des tours de jardin, c'était de l'entraînement. Ce soir-là, Jack décrocha son téléphone, fit défiler ses contacts, jusqu'à un nom qu'il n'avait pas appelé depuis presque un an, Tom Alvarez, un ancien camarade marine, trapu, solide comme un roc, toujours un humour sec pour détendre les pires situations. Après l'armée, Tom s'était spécialisé dans la formation de chiens K9 pour les forces de l'ordre. Quand il décrocha, sa voix sonnait à la fois chaleureuse et surprise. « Jack Miller, je croyais que tu avais disparu de la carte. » Jack eut un sourire léger. « Un peu ? Écoute, j'ai trouvé un chien. Berger allemand, ramassé au marché aux puces. Mais il a des réflexes. Militaires. » Intrigué, Tom demanda « Comme quoi ?» Jack décrivit la posture défensive, l'exécution parfaite du coucher, l'obéissance stricte au pas bouger et au rappel. Un silence suivit. « Ce n'est pas du dressage amateur, ça, » dit finalement Tom. « Ça, c'est de la mémoire musculaire d'un vrai programme. Si ton chien est aussi précis, c'est un ancien K9. Question, c'est lequel ?» Jack regarda Hunter allongé calmement, les yeux fixés sur lui. « Je ne sais pas encore, mais je compte bien découvrir. » Le lendemain, Mary repassa avec un thermos de soupe chaude et une couverture en laine qu'elle dit être « pour vous deux ». Elle observa Hunter près de la porte de la grange. « Il monte la garde, on dirait ?» dit-elle avec un sourire. Jack répondit « Plus que ça. Il a été formé, niveau professionnel. » Les yeux de Mary s'écarquillèrent. Alors ça explique sa manière de bouger, comme s'il anticipait tout. Jack n'ajouta rien. L'idée que ce chien ait vécu une vie d'épreuve avant d'atterrir ici lui restait en tête. Ce soir-là, il tenta une dernière confirmation. Il leva la main, paume tendue. Assistant, Hunter s'exécuta. Puis Jack fit un geste de main qu'il se rappelait avoir vu les dresseurs militaires utiliser. Doigts courbés, corps légèrement tourné. Hunter changea aussitôt de position, contourna, vint se placer assis à sa droite. Jack n'avait plus de doute. Ce chien portait un passé lourd, et ce passé s'inscrivait dans chacun de ses mouvements. En le regardant, il murmura « Tu es plein de secrets, hein, pas vrai ?» Hunter, impassible, battit lentement la queue comme une réponse silencieuse. Quelques jours plus tard, Jack, troublé par un reste d'inquiétude, décida de faire une promenade dans les bois derrière sa ferme. Le ciel s'assombrissait, l'air sentait déjà la neige. Hunter trottinait à ses côtés, son pas régulier malgré la patte raide. Les feuilles craquaient sous leurs pas et un parfum de fumée de cheminée flottait dans l'air. Mais soudain, l'odeur déclencha une déferlante. Pour Jack, ce n'était plus de la fumée de bois. C'était le kérosène brûlé. La forêt se brouilla, remplacée par une route poussiéreuse à des milliers de kilomètres, par des rafales sèches qui résonnaient comme des tirs. Sa poitrine se serra, sa respiration devint saccadée, il s'arrêta net, s'agrippa à un tronc, pris dans une crise de panique. Et c'est là que Hunter réagit. Il se colla à lui, appuya son flanc contre sa jambe, força sa main à rencontrer la chaleur de sa fourrure. Quand Jack tomba à genoux, Hunter se pencha plus fort, poids ancré, respiration lente, régulière. Jack, encore tremblant, finit par caler son souffle sur celui du chien. Inspirer, expirer. Le vacarme des souvenirs s'effilocha,
laissant place au bruissement des branches. Lorsqu'il leva enfin les yeux, Hunter le fixait de son regard stable, sans peur, comme s'il comprenait exactement ce qui venait de se produire. Alors que Jack reprenait son souffle, un bruit de pas dans les bois attira son attention. Son corps se tendit aussitôt, encore imprégné de l'adrénaline de la crise. Mais ce n'était pas un danger. C'était Samuel Benton, un voisin d'une 60aine d'années, silhouette fine, épaules légèrement voûtées par l'arthrose, mais regard encore vif de son passé de pompier volontaire. Il portait son vieux chapeau de cuir élimé et une veste verte délavée par des années d'usage. « Tout va bien, Jack ?» demanda-t-il en ralentissant, observant la scène avec prudence. Jack, encore essoufflé, força un sourire. « Oui, juste besoin d'une minute. » Samuel baissa les yeux vers Hunter, collé contre lui comme un roc. « Tu as un sacré chien, il sait quand il faut rester. » Jack hocha doucement la tête. « Oui, il sait. » Samuel continua son chemin, mais cette remarque resta gravée dans l'esprit de Jack. Il comprit que Hunter n'était pas seulement un chien dressé pour réagir au danger, mais aussi pour ramener un homme à la réalité, à la vie. Cette nuit-là, dans la grange, Jack s'assit longtemps dans son vieux fauteuil, le livre fermé sur ses genoux. Hunter reposait non loin, mais ses yeux fixaient son maître sans ciller. « Tu n'es pas qu'un combattant, » murmura Jack. « Tu es fait pour ça. Pour moi. » La queue de Hunter battit doucement, presque imperceptiblement, et Jack comprit qu'il avait trouvé plus qu'un chien. Il avait trouvé un ancrage. Le lendemain matin, l'air de Cedar Hollow piquait de froid. Hunter boitait davantage, sa patte arrière se raidissant. Jack n'aimait pas ce qu'il voyait. Il prit sa veste, ses clés et appela le cabinet vétérinaire du centre-ville. La clinique était une petite bâtisse de briques coincée entre une boutique d'alimentation animale et une boulangerie qui embaumait la cannelle. À l'accueil, une femme élancée, la quarantaine, cheveux au burn attachés en queue de cheval, leva les yeux de son ordinateur. Son badge indiquait « Karen ». Elle avait ce ton calme, rassurant, forgé par des années à accueillir des propriétaires inquiets. « Bonjour Jack, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui ?» Jack désigna Hunter. Vieille blessure à la patte. Il est temps qu'un vrai docteur regarde. Karen hocha la tête, décrocha le téléphone pour prévenir le vétérinaire. Quelques minutes plus tard, Dr Harold Simmons entra dans la salle d'attente. 58 ans, barbe poivre et sel. Démarche légèrement voûtée par des décennies passées au-dessus des tables d'examen, il avait des yeux qui semblaient tout remarquer sans jamais juger. « Jack Miller, dit-il en lui serrant la main, ça faisait un moment. Allons voir ce compagnon. » Dans la salle d'examen, Dr Simmons travailla avec douceur, palpant la patte de Hunter, vérifiant chaque articulation. « Vieille blessure » murmura-t-il. « Ça pourrait venir d'un impact violent ou de shrapnel. » Jack fronça les sourcils. Simmons poursuivit son examen puis s'arrêta en palpant l'épaule gauche. Ses doigts rencontrèrent une petite masse dure sous la peau. Il fronça les sourcils. « Attendez, on dirait une puce électronique, endommagée mais présente. » Il sortit un scanner portable, le passa plusieurs fois. Au début, rien. Puis un bip faible retentit. L'écran s'illumina. Simmons écarquilla les yeux, retourna l'appareil vers Jack. « Voilà qui est intéressant. Votre Hunter est enregistré comme Echo 7, K9, militaire américain. Statut, portée disparue, Syrie, depuis 3 ans. » Jack resta figé. Les mots ricochaient dans son esprit. Disparu en mission, Syrie, 3 ans. Simmons hocha la tête gravement. Le dossier mentionne une opération humanitaire, un convoi touché par un IED, plusieurs véhicules détruits. Le maître chien a été évacué, blessé. Echo 7, jamais retrouvé, présumé mort. Jack baissa les yeux vers Hunter, immobile, la queue basse, le regard tranquille, comme si tout cela ne le concernait pas. Comment un chien passe d'un champ de bataille syrien à un marché aux puces, ici, dans notre bourgade ? Demanda-t-il à voix basse. Simmons croisa les bras. Probablement recueilli par des civils, blessés. Ils ont peut-être tenté de le sauver. Puis, comme souvent, vendu, échangé, déplacé de main en main, jusqu'à traverser les frontières, les puces endommagées passent de souvent inaperçues. C'est peut-être la première fois depuis des années qu'un scanner a capté le signal correctement. Le silence pesa dans la petite salle. Pour Jack, tout s'éclairait. Le positionnement instinctif, l'obéissance parfaite, la vigilance constante. Hunter n'était pas seulement un survivant, c'était un soldat, un frère d'armes perdu, miraculeusement retrouvé. Le vétérinaire, voyant l'impact de cette révélation, adoucit sa voix. Quoi qu'il ait traversé, il est ici maintenant, et d'après ce que je vois, il t'a choisi. Jack croisa le regard de Hunter. Il n'y avait rien à ajouter. L'évidence était là, dans ce lien silencieux.
À l'accueil, Karen tendit à Jack une enveloppe contenant le rapport médical. « Vous avez un héros ? Là !» dit-elle avec un sourire. Jack posa sa main sur le dos de Hunter. « Héros !» Ce mot sonnait juste, même si Jack savait que l'histoire allait bien au-delà des médailles. Quelques jours plus tard, la pluie s'abattait sans discontinuer sur Cedar Hollow, transformant les chemins en bourbiers. Jack était dans la grange occupé à essuyer un vieux fusil quand le bruit d'un pick-up sur le gravier annonça une visite. Samuel Benton surgit, son chapeau dégoulinant, le visage grave. « Jack, tu as vu Madame Whittaker aujourd'hui ?» Jack secoua la tête. « Non, pourquoi ?» Samuel fronça les sourcils. « Son neveu est passé. Maison ouverte, manteau et bottes, parti, mais pas de trace d'elle. Elle a 78 ans, fragile, et dehors, ce temps, c'est dangereux. Les adjoints du shérif ont cherché, mais la visibilité est trop mauvaise. Ils ont dû suspendre. » Jack visualisa aussitôt Madame Whittaker, vieille dame menue, au sourire doux, vivant seule au bout de Mill Road. Par ce froid, une nuit dehors pouvait être fatale. Hunter, comme s'il avait compris, s'était déjà levé, les oreilles droites, prêt. Jack regarda Samuel. « Essayons avec Hunter. » Quelques minutes plus tard, ils étaient sur le terrain de Madame Whittaker. La pluie battait, des flaques s'élargissaient sous les arbres. Une adjointe, imperméable jaune, lampe torche à la main, les attendait. Son badge indiquait « Officier Collins ». « Vous êtes Jack Miller ?» demanda-t-elle. « On m'a dit que votre chien avait de l'entraînement. » Jack acquiesça. « Niveau militaire, il peut suivre une piste si on lui donne une odeur. » Collins lui tendit une écharpe tricotée, accrochée près de sa porte d'entrée. Jack la présenta à Hunter qui renifla longuement, puis leva les yeux vers son maître. Comme pour dire « J'ai compris ». Il partit aussitôt, truffe au sol, avançant d'un pas décidé. Ils suivirent. La pluie masquait les sons. Seul subsistait le bruissement des branches et le clapotis de l'eau. Hunter ignora le chemin principal et bifurqua brusquement vers les fourrés. « Tu es sûr ?» demanda Samuel. Jack répondit « Fais-lui confiance ». Ils montèrent une pente boueuse, Samuel trébuchant presque 2 fois. Hunter ne ralentissait pas. Ses mouvements avaient la précision d'un professionnel au travail. 15 minutes plus tard, il s'arrêta net, oreilles tendues. Puis il accéléra sur un sentier étroit. Dans une clairière encerclée de cèdres, ils la trouvèrent. Madame Whittaker, recroquevillée contre un tronc, son manteau trempé, la peau pâle et les lèvres bleutées. Jack se précipita, retira sa veste pour la couvrir. « Madame Whittaker, c'est Jack. Vous êtes en sécurité. On vous ramène. » Ses yeux embués se posèrent sur lui. Je me suis perdu. Puis j'ai eu si froid. Hunter s'approcha, pressa son flanc contre ses jambes, comme pour lui donner de la chaleur. Elle leva une main tremblante, caressa son pelage. Collins, averti par radio, arriva avec 2 adjoints et un brancard. Ils enveloppèrent la vieille dame dans une couverture thermique et l'emmenèrent avec précaution. Hunter trottinait à côté, jetant des regards en arrière vers Jack, comme pour vérifier qu'il suivait. Quand l'ambulance se referma, Madame Whittaker eut juste le temps de poser une dernière fois sa main sur la tête du chien. Collins secoua la tête impressionné. « Votre chien nous a menés droit à elle. Sans lui, on aurait cherché ailleurs. » Jack baissa les yeux vers Hunter, trempé, les yeux mi-clos, mais calme. « C'est ce qu'il fait, » répondit-il simplement. La pluie qui avait accompagné le sauvetage finit par s'éloigner dans la nuit. Le lendemain matin, Cedar Hollow se réveilla sous un ciel limpide, balayé par un vent froid qui rendait l'air presque tranchant. La nouvelle de ce qu'avaient fait Jack et Hunter circulait déjà. Dans une petite ville comme celle-ci, il ne fallait jamais longtemps pour qu'un récit devienne légende. 3 jours après, alors que Jack était en ville pour acheter des clous et de la peinture, il remarqua le changement. Habituellement, les habitants le saluaient d'un signe de tête discret, respectant sa distance. Mais ce jour-là, on vint vers lui. Un vieil homme coiffé d'un bonnet de laine lui donna une tape amicale sur l'épaule. Une mère accompagnée de 2 enfants le remercia pour ce qu'il avait fait. Même ceux qui ne connaissaient pas son nom le fixaient avec un mélange de respect et de gratitude. De retour à son pick-up, il trouva Hunter assis du côté passager, comme toujours calme et attentif. Le propriétaire de la quincaillerie, réputé pour son caractère rugueux, avait glissé un petit sac de friandises sur le siège. « Pour ton partenaire ?» avait-il simplement dit en lui tendant l'emballage. Jack resta un moment immobile, frappé par cette reconnaissance inhabituelle. Hunter, lui, renifla le paquet et attendit tranquillement que son maître lui en donne un morceau. L'après-midi même, Mary Johnson se présenta à la ferme, son éternel manteau de laine sur le dos et une corbeille recouverte d'un linge à carreaux entre les mains. À l'intérieur, du pain encore chaud,
des biscuits croustillants, un pot de confiture maison. Elle se pencha pour caresser Hunter derrière les oreilles. « Tu sais que tu es devenu la vedette de Cedar Hollow, mon grand ?» plaisanta-t-elle, puis en se redressant vers Jack. « Même ceux qui ne s'entendent jamais sont d'accord sur une chose. Ce chien est un trésor. » Jack esquissa un sourire discret. « Je n'ai jamais été à l'aise avec les projecteurs. » Mary incline la tête, son regard pétillant d'intuition. Parfois, l'attention n'est pas là pour flatter l'ego. Parfois, elle est là pour rappeler que personne n'est vraiment seul. Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après son départ. Quelques jours plus tard, une enveloppe arriva par la poste. Le sceau de l'association des vétérans de Cedar Hollow ornait le coin. À l'intérieur, une lettre manuscrite signée de Frank Myers, président de l'association. Ancien sergent, cheveux gris, coupés courts, Frank avait cette autorité tranquille de ceux qui ont dirigé des hommes dans l'adversité. La lettre était simple mais sincère. « Jack, nous serions honorés de t'accueillir avec ton chien ce samedi soir au centre communautaire. Les gars aimeraient vous rencontrer. Je crois que ce serait bon pour toi d'être entouré de gens qui parlent le même langage. » Jack hésita longtemps. Les foules, les salles fermées, les conversations imposées, rien de tout cela ne l'attirait. Mais samedi venu, il se retrouva malgré lui devant le centre communautaire, Hunter à ses côtés, les voix des participants filtrant à travers les portes ouvertes. À l'intérieur, la chaleur et les odeurs familières l'enveloppèrent immédiatement. Café, chili maison, bois ciré. Les murs étaient décorés de drapeaux, de photos en noir et blanc, de vitrines où reposaient des médailles usées par le temps. La salle était remplie d'hommes et de femmes de tous âges, des visages marqués par les années, d'autres encore jeunes, étendus, mais tous portaient ce regard particulier des anciens combattants, mélange de fierté, de douleur et de fraternité indestructible. Frank, massif, carrure droite malgré les années, se dirigea aussitôt vers lui. « Jack Miller, enfin » lança-t-il avec chaleur en serrant sa main. Puis, s'accroupissant légèrement, « Et toi, tu dois être Hunter, bienvenue, soldat !» La soirée se déroula plus naturellement que Jack ne l'aurait cru. Des hommes venaient lui parler, mais aussi parler à Hunter. Certains racontaient des anecdotes de leurs propres chiens de service. Un vétéran du Vietnam, silencieux depuis le début, se rapprocha pour murmurer à Jack l'histoire de son berger allemand de 1969 qui lui avait sauvé la vie dans une rizière. Un jeune ancien marine éclata de rire en se rappelant du chien de son unité qui avait un jour volé le sandwich d'un officier en plein contrôle. Chaque histoire était un fil tissé dans une toile commune, où Jack ne se sentait plus en marge. Hunter, lui, restait imperturbable, acceptant les caresses, obéissant sagement aux ordres. Un moment marqua particulièrement la soirée. Un garçon d'une dizaine d'années, venu avec son grand-père, s'approcha timidement. Hunter baissa la tête jusqu'à poser son front contre son épaule. Le sourire de l'enfant, large et sincère, alluma quelque chose dans le cœur de Jack. Les murs qu'il avait construits en lui pendant tant d'années semblaient s'amincir. Il se surprit à échanger plus de paroles qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Quand ils quittèrent la salle, le ciel d'hiver était déjà sombre, piqué des premières étoiles. En marchant vers le pick-up, Jack se pencha vers Hunter. « Tu n'as pas seulement sauvé Madame Whittaker ?» dit-il doucement. « Tu es en train de me sauver, moi aussi. » Hunter leva brièvement les yeux, battit lentement la queue, comme s'il avait compris chaque mot. Peu de temps après, la première neige de l'année recouvrit Cedar Hollow d'un manteau immaculé. Le soleil, bas, faisait scintiller les toits et transformait les champs en miroirs glacés. Ce matin-là, Jack et Hunter se tenaient devant la mairie, invités à une cérémonie organisée par l'association des vétérans. À l'intérieur, la salle était décorée de guirlandes de pin pour les fêtes, et une grande table drapée de bleu marine trônait à l'avant, surmontée du sceau de l'association. Frank Myers, droit dans son blazer sombre, vint à leur rencontre. « Belle affluence aujourd'hui », dit-il en souriant. Prêt, Jack inspira profondément. Autant que possible, quand la cérémonie commença, Frank prit la parole au micro. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement nos anciens combattants. Nous honorons aussi ceux qui continuent à servir d'une autre manière. Vous avez sûrement entendu parler de ce berger allemand et de l'homme à qui il a choisi de se lier. Mais aujourd'hui, nous allons l'entendre de la bouche de Jack lui-même. » Les applaudissements emplirent la salle. Jack s'avança, Hunter à son pied, marchant avec une précision militaire. Le parquet brillait sous les lumières et chaque pas résonnait comme un écho du passé. Devant le pupitre, Jack posa ses mains, balaya la salle du regard. Il aperçut Mary au deuxième rang, son écharpe rouge bien enroulée autour du cou, les yeux emplis d'encouragement. Samuel, à côté,
tenait son vieux chapeau entre ses mains, un rare sourire de fierté aux lèvres. Même Madame Whittaker, encore fragile mais déterminée, était assise, une thermos de thé serrée entre ses doigts. Jack prit une inspiration. Quand j'ai trouvé Hunter, il était attaché à un poteau dans un marché aux puces. L'homme qui le vendait disait qu'il ne valait plus rien. 10 $, c'était son prix. Sa voix se fit plus douce. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas ce qu'il avait traversé. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un. Et peut-être que moi aussi. Son regard glissa vers le chien assis à ses pieds, le fixant de son éternel regard stable. Les gens disent que je l'ai sauvé. Mais la vérité, c'est que Hunter m'a sauvé le premier. Il a été là les nuits les plus sombres, les matins les plus silencieux. Il m'a ramené à la surface quand je croyais ne jamais pouvoir respirer à nouveau. Un silence intense remplit la salle. Pas un souffle ne s'élevait. Jack continua. Aujourd'hui, je l'ai officiellement enregistré comme chien de service. Pas parce qu'il avait besoin d'un titre, mais parce que ce titre nous permet d'aller ensemble là où on nous attend, auprès de ceux qui luttent encore dans l'ombre. Avec Hunter, je veux aider d'autres vétérans à trouver ce qu'il m'a offert. Une raison de croire, de se relever. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix ferme, « Hunter n'est pas seulement mon chien, c'est ma famille. Et je vous promets une chose, partout où j'irai, il ira. C'est notre pacte, notre serment. » La salle éclata en applaudissements, debout, certains essuyant discrètement des larmes. Frank revint sur scène, remit à Jack un certificat encadré et à Hunter un médaillon gravé du sceau de l'association. Jack l'attacha au collier du chien, le métal brillant sous les lumières. Après la cérémonie, les habitants vinrent les saluer. Une jeune femme, de prothèse à la jambe, écusson militaire sur sa veste, passa de longues minutes à caresser Hunter, son sourire renaissant peu à peu. Un vétéran plus âgé posa une main ferme sur l'épaule de Jack. « Ce que tu as là, c'est un chien d'une vie. Prenez soin l'un de l'autre. » Quand la foule se dispersa enfin, Jack et Hunter sortirent dans la neige fraîche. Les flocons tombaient doucement, se déposant sur leur manteau et le pelage du chien. Jack s'accroupit, glissa sa main gantée sur le cou de Hunter. « On a du travail, partenaire, » murmura-t-il. La queue du chien balaya la neige comme un signe d'accord. Ils s'éloignèrent ensemble, leur pas laissant 2 traces parallèles dans la poudreuse immaculée. L'hiver s'installa définitivement sur Cedar Hollow. La neige s'accumulait sur les toits, les champs s'endormaient sous leurs manteaux blancs et les soirées s'écoulaient dans un silence seulement rompu par le crépitement du bois dans les cheminées. Jack, lui, avait trouvé un rythme nouveau. Le matin, il commençait toujours par vérifier la grange et partager ce rituel muet avec Hunter. Un café d'un côté, une gamelle d'eau de l'autre, un regard qui disait plus que 1000 mots. Puis venaient les promenades dans la neige, Hunter trottant à son rythme, parfois en boitant un peu plus les jours de grand froid, mais toujours la tête haute, comme s'il refusait de se laisser dominer par la douleur. Un samedi, Frank Myers l'appela directement. « Jack, on organise une rencontre avec des vétérans au centre. Certains passent par des moments difficiles. Ce serait bien que tu viennes avec Hunter. » Jack hésita. Il savait à quel point ces réunions pouvaient réveiller des souvenirs enfouis. Mais en jetant un coup d'œil à Hunter, couché calmement à ses pieds, il sut qu'il ne pouvait pas refuser. Le soir venu, ils entrèrent dans la salle déjà animée. Plusieurs hommes et femmes discutaient en petits groupes, des thermos de café à la main. L'air sentait le pain chaud et la soupe maison. Dès que Hunter franchit le seuil, les conversations se turent quelques secondes. Tous les regards se tournèrent vers lui et un respect silencieux se répandit. Un jeune homme, la trentaine, cicatrice encore fraîche au-dessus de l'œil, s'approcha. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux fuyants. Sans un mot, Hunter vint poser son museau contre sa paume ouverte. L'homme inspira profondément, comme si ce simple contact avait brisé une barrière invisible. « Il sait » murmura-t-il. Jack ne répondit pas. Il savait que Hunter n'avait pas besoin d'ordre pour reconnaître la douleur. Plus tard, une femme plus âgée, cheveux courts poivre et sel, prothèse métallique à la jambe gauche, s'assit par terre pour accueillir Hunter contre elle. Il se coucha doucement, la tête posée sur ses genoux. Elle ferma les yeux, un sourire fragile illuminant son visage fatigué. Pour Jack, chaque instant confirmait ce qu'il avait ressenti. Hunter avait été formé pour protéger, mais son vrai don était ailleurs. Il savait apaiser, il savait guérir. Les semaines suivantes, Jack et Hunter devinrent des habitués de ces rencontres. Les vétérans l'attendaient presque comme un rituel. Certains parlaient plus facilement en caressant Hunter qu'en échangeant des mots. Les soirs où Jack n'aurait jamais pensé mettre les pieds dans une salle remplie d'anciens militaires, il se retrouvait à écouter, à partager lui aussi. Hunter ouvrait la voie et Jack suivait.
Mary Johnson, toujours attentive, ne manquait jamais de rappeler « Ce chien ne t'a pas seulement choisi, Jack. Il a choisi toute la communauté. » Pourtant, malgré cette nouvelle place qu'il trouvait, l'ombre du passé n'avait pas totalement disparu. Une nuit particulièrement glaciale, Jack fut réveillé en sursaut. Le souvenir d'explosion, les cris, la poussière. Il se retrouva assis sur son lit, couvert de sueur, le souffle court. Dans la pénombre, Hunter surgit du couloir, bondit sur le matelas et posa son poids contre lui, son museau fermement pressé contre la poitrine de son maître. Jack saisit son collier, ferma les yeux et respira jusqu'à ce que les battements de son cœur ralentissent. À travers le brouillard de ses cauchemars, il comprit qu'il n'était plus seul pour les affronter. Quelques jours plus tard, il fut invité à prendre la parole dans une petite école primaire locale. Le directeur, un ancien de la garde nationale, avait entendu parler de l'histoire et souhaitait que les enfants découvrent le courage et la loyauté à travers Hunter. Jack n'était pas habitué à parler devant des enfants, mais il accepta. Le jour venu, il entra dans la salle de classe avec Hunter à ses côtés. Les enfants, d'abord bruyants, se turent instantanément. Le berger allemand, majestueux malgré sa patte raide, captivait toute l'attention. Jack raconta, avec des mots simples, l'histoire d'un chien qu'on croyait perdu, mais qui avait survécu et trouvé une nouvelle mission. Il insista sur le fait que les secondes chances existent, que parfois, la vie place sur notre route des compagnons qui nous changent à jamais. À la fin, une fillette leva timidement la main. « Monsieur Miller, est-ce que Hunter a peur parfois ?» Jack se figea un instant, puis répondit avec sincérité. « Oui, comme nous tous. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Et Hunter me le rappelle chaque jour. » La classe entière resta silencieuse, absorbant chaque mot. Hunter, comme pour ponctuer, se leva, traversa la pièce et posa doucement sa tête sur les genoux de la petite fille. Les rires et les applaudissements éclatèrent. Peu à peu, Jack réalisa que son monde s'était élargi. Il n'était plus l'homme isolé qui évitait les regards. Il devenait un pilier, non pas malgré ses cicatrices, mais à cause d'elles. Et Hunter, loin d'être un simple chien de guerre rescapé, devenait un symbole vivant de résilience. Le duo s'imposa naturellement dans la mémoire collective de Cedar Hollow, l'ancien marine et son berger allemand revenu des flammes de Syrie. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils dans la grange, Mary vint à nouveau. Elle s'assit sur une botte de foin, observant Hunter dormir paisiblement. « Tu te rends compte de ce que vous représentez pour cette ville ?» demanda-t-elle. Jack haussa les épaules. « Je ne cherche pas à représenter quoi que ce soit. » Mary sourit. « Justement, c'est pour ça que ça marche. Tu ne cherches pas les projecteurs, mais ils viennent vers toi. » Et Hunter, lui, il n'a pas besoin de mots pour parler au cœur des gens. Jack resta pensif longtemps après son départ. Dans son esprit, il revoyait la chaîne improbable qui avait amené Hunter jusqu'à lui. Une explosion au bout du monde, des mains inconnues qui l'avaient fait traverser continents et frontières, un marché poussiéreux où 10 $ avaient suffi à changer 2 destins. Était-ce le hasard ou quelque chose de plus grand? Assis dans la pénombre, Jack murmura pour lui-même « Peut-être que Dieu envoie ses miracles d'une manière qu'on ne comprend pas. Parfois, ça ne ressemble pas à de la lumière ou à du tonnerre. Parfois, ça ressemble juste à un chien boiteux qui t'attend. » Hunter, comme s'il avait entendu, ouvrit un œil, leva la tête puis reposa calmement son museau sur ses pattes. Et Jack sut qu'il n'avait pas besoin de réponse plus claire. Le cœur de l'hiver frappa Cedar Hollow avec une brutalité silencieuse. Le vent faisait gémir les volets, les champs disparaissaient sous des couches de glace et les routes sinueuses devenaient des pièges glacés. Dans cette atmosphère figée, Jack et Hunter continuaient leur routine. Chaque matin, malgré le froid mordant, ils empruntaient le sentier boisé derrière la ferme. Hunter, fidèle à lui-même, boitait parfois plus fortement, mais jamais il ne se laissait ralentir. La neige crissait sous leurs pas, et l'air glacé brûlait les poumons. Pour Jack, ces promenades n'étaient pas seulement un exercice physique. C'étaient des conversations silencieuses où chaque souffle, chaque regard échangé avec son chien avait plus de valeur que 1000 mots. Un soir de janvier, Frank Myers téléphona de nouveau. Sa voix, grave mais teintée d'urgence, résonna dans le combiné. « Jack, un de nos gars traverse une mauvaise passe. Il refuse de voir qui que ce soit, mais peut-être que toi et Hunter pourriez faire la différence. » Jack inspira profondément. Depuis qu'il avait accepté de participer aux rencontres de vétérans, il s'était ouvert à l'idée de tendre la main, mais aller directement chez quelqu'un représentait une étape supplémentaire. Pourtant, il accepta. Hunter, comme s'il avait entendu, se leva aussitôt,
oreille droite, prêt à suivre. Ils arrivèrent dans un quartier reculé, où les maisons semblaient s'accrocher aux collines enneigées. La maison en question avait les rideaux tirés et la neige non pelletée sur le perron comme si le temps s'y était arrêté. Frank les attendait devant, les mains dans les poches. « C'est Mike Reynolds », expliqua-t-il, ancien de Fallujah. Depuis des semaines, il s'enferme. Sa famille est inquiète. Jack hocha la tête, serra le col de sa veste et avança. Il frappa à la porte. Pas de réponse, il frappa encore. « Mike, c'est Jack Miller. On a quelques batailles en commun. Et j'ai un partenaire à te présenter. » Silence. Puis, un pas traînant. La porte s'entr'ouvrit, révélant un homme aux traits tirés, barbe négligée, yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Jack n'eut pas le temps de parler. Hunter s'avança doucement, franchit le seuil et posa sa tête contre la main pendante de Mike. L'homme resta figé, tremblant légèrement, puis, d'une voix rauque, « Je n'ai pas eu ça depuis mon chien de service. » Ses yeux se remplirent de larmes. Sans attendre d'autorisation, il s'agenouilla et serra Hunter contre lui. Jack détourna le regard, respectant ce moment sacré. Ce fut le début d'un lent retour pour Mike. Cet épisode renforça chez Jack une conviction profonde. Hunter n'était pas seulement son soutien. Il avait une mission bien plus large. À mesure que les semaines passaient, d'autres vétérans commencèrent à demander leur visite. Certains n'ouvraient pas facilement leur cœur aux paroles humaines, mais face au regard calme de Hunter, les barrières tombaient. Pour Jack, chaque visite représentait un pas de plus vers sa propre guérison. Pourtant, malgré ces moments de lumière, des ombres persistaient. Jack continuait de lutter contre ses cauchemars. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, le corps trempé de sueur, persuadé de sentir à nouveau la chaleur d'un désert lointain et le goût métallique de la poussière après une explosion. Chaque fois, Hunter était là, montant sur le lit, imposant sa présence, ramenant son maître dans l'instant présent. Petit à petit, Jack comprit que ce rituel nocturne devenait aussi vital que l'air qu'il respirait. Un matin de février, la neige fondue transformait les routes en boue épaisse. Mary Johnson vint à la ferme, essuyant ses bottes sur le seuil avant d'entrer dans la grange. Elle tenait un journal local plié sous le bras. « Tu devrais lire ça », dit-elle en tendant la page. L'article racontait l'histoire de Hunter, du champ de bataille à Cedar Hollow, le berger allemand qui a sauvé une vie et une communauté. Des photos accompagnaient le texte. Hunter assis fièrement aux côtés de Jack lors de la cérémonie des vétérans, ou encore la vieille Madame Whittaker caressant sa tête à l'hôpital. Jack fronça les sourcils. « Je n'ai jamais cherché ça. » Mary posa une main ferme sur son bras. Parfois, on ne choisit pas les histoires qui se racontent, mais celle-ci peut donner de l'espoir à beaucoup de gens. Jack resta silencieux. Une partie de lui rejetait encore l'idée d'être au centre de l'attention. Mais il ne pouvait nier la vérité. L'histoire de Hunter n'appartenait plus seulement à lui. Quelques jours plus tard, il reçut une invitation inattendue. L'université locale organisait une conférence sur la résilience et voulait qu'il vienne témoigner avec Hunter. Jack hésita longuement. Parler à des vétérans était une chose, mais à des étudiants, finalement, il accepta, convaincu que si son récit pouvait aider ne serait-ce qu'une personne, ça valait la peine. Le jour venu, la salle de conférence était pleine. Hunter entra à ses côtés, attirant aussitôt tous les regards. Jack parle de la guerre, des blessures visibles et invisibles, du désespoir qui suit parfois le retour, puis du jour où il avait trouvé Hunter pour $10 sur un marché poussiéreux. Sa voix tremblait par moments, mais le regard posé du chien le maintenait sur ses rails. À la fin, un étudiant se leva. « Monsieur Miller, qu'est-ce qui vous a le plus appris à vous relever ?» Jack réfléchit puis répondit « Ce chien m'a appris que la loyauté peut survivre à tout, que même quand tout semble brisé, il reste des liens capables de nous ramener à la vie. » L'applaudissement qui suivit fut long et sincère. Ce soir-là, de retour à la ferme, Jack s'assit dans la grange, Hunter couché à ses pieds. « Tu vois mon gars, tu n'as pas seulement une deuxième chance, tu en donnes aux autres aussi. » Hunter leva les yeux, ses oreilles frémirent, puis il posa son museau sur la botte de son maître. Dans ce simple geste, Jack trouva plus de réponses qu'aucun discours ne pourrait lui offrir. La vie à Cedar Hollow continua, ponctuée de petites scènes qui renforçaient chaque jour leur légende locale. Les enfants s'arrêtaient pour caresser Hunter devant l'épicerie. Les anciens racontaient son histoire au café du matin. Même ceux qui ne croyaient pas au miracle admettaient que quelque chose de spécial liait ce chien et son maître. Pour Jack, ce n'était pas une légende. C'était la preuve vivante que parfois la vie offre des réparations inattendues. Pas parfaites, pas complètes,
mais suffisante pour rouvrir le cœur. Le printemps approchait à petits pas, mais l'hiver n'avait pas encore totalement relâché son emprise sur Cedar Hollow. Les matins restaient glacés et la neige s'accrochait encore dans les creux des collines. Pourtant, dans l'air flottait une énergie nouvelle. On parlait de plus en plus de Jack et Hunter, pas seulement dans la ville, mais aussi dans les localités voisines. Leur histoire, relayée par le journal puis par quelques sites internet, circulait comme une bouffée d'air frais dans un monde saturé de nouvelles sombres. Un dimanche matin, Frank Myers passa à la ferme, son pick-up garé de travers devant la grange. « Jack, dit-il en descendant, on a reçu une invitation, la chaîne régionale de télévision veut faire un reportage sur toi et Hunter. » Jack fronça aussitôt les sourcils. « Tu sais que ce n'est pas mon genre, Frank. » Mais Frank insista. Ce n'est pas pour flatter ton ego, c'est pour inspirer. Il y a des gars dehors qui vivent ce que tu as vécu, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Ton histoire, la vôtre, peut leur montrer qu'il existe une sortie. Jack resta silencieux un long moment. Hunter, assis calmement entre eux, leva les yeux vers son maître comme pour dire « Tu sais que c'est juste ». Finalement, Jack hocha la tête. « D'accord, mais ça reste simple. Pas de mise en scène. » Quelques jours plus tard, une petite équipe de télévision débarqua à la ferme. Caméra, micro, questions préparées. Jack se sentait mal à l'aise, mais Hunter, lui, traversa la journée avec son calme habituel, comme s'il avait toujours su qu'un jour, les projecteurs se braqueraient sur lui. Ils filmèrent dans la grange, sur le sentier des bois, et même à l'école primaire où les enfants accueillirent Hunter avec des rires joyeux. Le reportage, diffusé une semaine plus tard, fit l'effet d'une vague. Des appels, des lettres, des courriels commencèrent à arriver. Des vétérans, des familles, des inconnus, tous racontaient comment cette histoire leur avait donné de l'espoir. Jack, dépassé, tenta d'ignorer une partie de cette effervescence, mais il ne put nier l'impact. À travers Hunter, il avait trouvé une manière de donner sans chercher à se montrer. Un soir, assis sur son porche, il lut à voix haute l'une des lettres. C'était une mère de l'Ohio, dont le fils avait perdu confiance après son retour d'Afghanistan. Elle écrivait « J'ai montré votre histoire à mon garçon. C'est la première fois depuis des mois que je l'ai vu sourire. Merci. » Jack replia la lettre, la posa sur la table à côté de lui et regarda Hunter. « Tu vois, mon vieux, tu continues de sauver des vies, même à des kilomètres. » Hunter posa calmement sa tête sur son genou, scellant une fois de plus cette vérité silencieuse. Peu après, l'association des vétérans organisa un événement plus grand que d'habitude dans la salle communale principale de la région. Des vétérans de plusieurs comtés furent invités. Jack, bien qu'hésitant, accepta d'y participer. Ce soir-là, la salle était pleine à craquer. Les drapeaux suspendus, les tables couvertes de souvenirs militaires, les portraits de soldats tombés au combat, l'ambiance était lourde d'émotion. Quand Jack monta sur scène avec Hunter, un silence respectueux tomba aussitôt. Il raconta à nouveau leur rencontre improbable au marché aux puces, le prix dérisoire de $10, et comment un chien sans valeur était devenu son sauveur et celui de tant d'autres. Mais ce soir-là, ces mots prirent une dimension nouvelle. Hunter m'a appris que même quand le monde pense que vous êtes fini, que vous ne servez plus à rien, il y a encore une mission pour vous. Et parfois, il faut juste qu'une seule personne croise votre chemin pour rallumer cette étincelle. La salle se leva dans une ovation. Des larmes brillaient sur de nombreux visages. Des hommes qui avaient porté des armes dans des pays lointains, des femmes qui avaient connu l'angoisse des retours incertains, tous trouvaient dans cette histoire un miroir de leurs propres blessures. Dans les semaines qui suivirent, Jack et Hunter furent invités à participer à un programme de soutien aux vétérans souffrant de stress post-traumatique. Pas en tant que conférenciers officiels, mais simplement comme présence. Jack parlait parfois, mais souvent, c'était Hunter qui faisait tout le travail. Le chien s'asseyait auprès des plus fermés, posait doucement sa tête contre leurs mains crispées, et comme par magie, les épaules se relâchaient, les visages se décrispaient. Jack observait cela avec un mélange d'émerveillement et d'humilité. Lui qui avait longtemps cru que sa propre vie était brisée découvrait que ses cicatrices, à travers ce lien, pouvaient devenir une source de guérison pour d'autres. Malgré ses avancées, Jack restait parfois assailli par ses vieux démons. Une nuit, alors que le vent hurlait contre les murs de la ferme, il eut une crise violente, revivant l'explosion qui l'avait marqué à vie. Il se réveilla en sueur, tremblant, persuadé d'entendre encore les cris de ses camarades. Hunter bondit aussitôt sur le lit, s'allongea de tout son long contre lui, imposant son poids rassurant. Jack agrippa sa fourrure, cherchant à s'ancrer à la réalité. Dans l'obscurité, il murmura
Tu es mon rempart, Hunter. Sans toi, je serais déjà perdu. Le chien resta immobile, sa respiration lente guidant celle de son maître. Petit à petit, l'orage intérieur s'apaisa. À l'aube, alors que la lumière rosée filtrait par les volets, Jack sortit sur le porche avec son café. Hunter, assis à côté de lui, scrutait l'horizon. « Tu sais, dit Jack à voix basse, je croyais que ma vie était terminée le jour où cette explosion m'a cloué au sol. Mais tu es là, et grâce à toi, j'ai compris que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous envoie parfois des anges sous des formes inattendues. » Hunter tourna la tête vers lui, battit lentement la queue, c'était comme une confirmation. Dans la petite ville de Cedar Hollow, Jack et Hunter n'étaient plus seulement vus comme un homme et son chien. Ils étaient devenus un symbole vivant, celui de la seconde chance, de la résilience et de l'amour inconditionnel. Certains les appelaient le duo miracle, d'autres, simplement, les inséparables. Peu importait le nom, tout le monde savait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple histoire de sauvetage. C'était une preuve tangible que même les existences brisées pouvaient trouver un nouveau chemin. Jack, de son côté, restait humble. Pour lui, il ne s'agissait pas de célébrité ni de reconnaissance, il voyait juste un compagnon qu'il avait eu la chance de croiser, un chien qui avait traversé l'enfer comme lui et qui lui avait montré que les cicatrices, quand elles étaient partagées, pouvaient devenir des ponts. Leurs pas, côte à côte, dans la neige, étaient la preuve silencieuse que l'on peut toujours avancer, même quand tout semble perdu. Les jours rallongeaient et Cedar Hollow s'éveillait lentement au printemps. Les champs, qui n'étaient que silence glacé, laissaient à présent percer de jeunes pousses vertes. Les enfants jouaient de nouveau dehors, les bicyclettes sillonnaient les rues, et l'air portait l'odeur des barbecues allumés trop tôt. Dans ce renouveau, Jack et Hunter avaient trouvé une routine apaisée. Chaque matin, ils marchaient au lever du soleil, suivant le sentier qui menait au vieux pont de bois sur la rivière. Jack s'arrêtait souvent là, observant le courant. Hunter, assis à ses côtés, scrutait l'horizon immobile comme une statue vivante. Ces instants silencieux étaient devenus leur prière quotidienne. Un dimanche, après la messe, le pasteur local aborda Jack. « J'aimerais que tu viennes partager ton histoire avec la congrégation, » dit-il. Jack, mal à l'aise, secoua la tête. « Je ne suis pas un prédicateur. » Mais le pasteur insista. « Tu n'as pas besoin de l'être. Tu portes une vérité qui peut toucher les cœurs. » Hunter, à côté, tourna les yeux vers lui. Comme toujours, Jack céda à ce regard silencieux. Le jour venu, l'église était pleine. Les bancs craquaient sous le poids des fidèles venus parfois de loin pour entendre parler du chien miracle. Jack s'avança lentement vers le pupitre, Hunter à ses côtés. Il parle non pas avec des mots grandiloquents, mais avec une simplicité désarmante. Il raconta la guerre, la perte, l'isolement, puis la rencontre improbable, ce chien attaché à un poteau, bradé pour $10. Et la manière dont Hunter avait fait renaître en lui la confiance, l'espoir et la foi. On dit que Dieu parle par des prophètes, par des visions. Moi, je crois qu'il m'a parlé à travers ce chien. Dans l'assemblée, un silence profond s'installa. Plusieurs avaient les larmes aux yeux. Même ceux qui doutaient des miracles ne pouvaient pas nier la vérité de ce qu'ils voyaient devant eux. Un vétéran blessé, debout grâce à la fidélité d'un berger allemand. À la sortie, une vieille femme s'approcha de Jack, sa main tremblante posée sur son bras. « Mon mari est parti depuis longtemps, mais je crois qu'aujourd'hui, il m'a envoyé un signe à travers vos mots. Merci. » Jack hocha doucement la tête, incapable de répondre autrement que par un regard sincère. Hunter, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, posa son museau sur la main ridée de la femme. Au fil des mois, Jack et Hunter continuèrent d'apporter leur présence là où elle était attendue, dans les écoles, les centres pour vétérans, les foyers de familles endeuillées. Chaque fois, Hunter devenait ce pont entre la douleur et la guérison. Jack ne voyait plus son chien seulement comme un compagnon. Il le voyait comme une mission confiée. « On t'a sauvé, Hunter, mais c'est toi qui as été envoyé pour nous sauver tous », disait-il parfois en caressant son collier. Un été, ils furent invités à une grande cérémonie commémorative dans la capitale de l'État. Des centaines de vétérans étaient réunis, des drapeaux flottaient au vent, des familles déposaient des fleurs. Jack, nerveux, hésita même à y aller. Mais Frank Myers l'encouragea. « C'est plus grand que toi, Jack. Tu ne parles pas seulement pour toi, tu parles pour nous tous. » Sur la scène, devant une foule émue, Jack prit la parole. Il parle de loyauté, de résilience, de la force des secondes chances. Puis, il posa sa main sur la tête de Hunter et conclut « Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez ceci. Nous avons tous besoin d'un Hunter dans notre vie.
quelqu'un ou quelque chose qui nous rappelle que même dans les ténèbres, il reste une lumière. Ce discours fut repris, partagé, et bientôt, des journaux nationaux relayèrent leur histoire. Jack, bien qu'inconfortable avec cette notoriété, accepta de plus en plus qu'elle avait un but. Ce n'était pas pour lui, c'était pour tous ceux qui avaient besoin d'entendre que la guérison était possible. Un soir d'automne, assis sur son porche, Jack contempla le coucher de soleil. Le ciel se teintait d'orange et de pourpre, et Hunter reposait à ses pieds. « Tu sais, mon vieux, dit-il doucement, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ce que je sais, c'est que chaque jour avec toi est un cadeau. » Hunter leva les yeux, battit lentement la queue, puis posa sa tête contre son genou. Jack sourit. « On est deux survivants, mais ensemble, on est bien plus que ça. On est des témoins. » À Cedar Hollow, la légende de Jack et Hunter ne cessa de grandir. Les enfants racontaient leur histoire à l'école, les vétérans la partageaient comme un exemple. Les familles y trouvaient un souffle d'espoir. Et même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds à la guerre trouvaient dans ce duo une vérité universelle, celle de la fidélité, de la rédemption et du pouvoir d'un amour sans condition. Les années passèrent. Hunter vieillit, sa démarche se fit plus lente, son museau se parsema de poils gris. Mais jamais il ne perdit cette dignité silencieuse. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, les regards se levaient encore, comme si la simple présence du chien suffisait à redresser les épaules fatiguées. Jack savait que le temps était compté, mais il ne craignait plus l'avenir, car il avait compris une chose essentielle. Hunter vivrait toujours, non pas seulement dans ses souvenirs, mais dans chaque personne que leur histoire avait touchée. Un soir, alors qu'il revenait d'une dernière réunion avec des vétérans, Jack s'arrêta au sommet de la colline qui surplombait Cedar Hollow. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles tombées sur terre. Il posa une main sur l'épaule de son chien. « Regarde, Hunter, tout ça, c'est aussi grâce à toi. » Hunter, fatigué mais fier, leva la tête vers l'horizon. Jack murmura « On a fait du chemin, toi et moi. Et quoi qu'il arrive, notre pacte reste vrai. Partout où j'irai, tu iras. » Dans ce silence chargé d'émotions, l'histoire de Jack et Hunter trouva son écho final. Pas une fin de conte de fées, mais une vérité plus profonde. Que même les êtres brisés peuvent devenir des piliers, que même les vies qu'on croyait perdues peuvent illuminer celles des autres. Et que parfois, le plus grand miracle n'a pas d'aile ni de couronne, mais 4 pattes, un regard fidèle et un cœur plus grand que le monde.